Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un format flash consacré aux bandes dessinées documentaires. Ce format flash est sous-titré Une vague irrésistible. Je suis très content de vous emmener sur un sujet qui me passionne parce que je lis beaucoup de bandes dessinées, à la fois de fiction, mais aussi documentaires, et parfois entre les deux, et on verra que les frontières ne sont pas toujours aussi nettes. Aujourd'hui, je vous propose ceci. En une demi-heure, comme d'habitude dans les formats flash, je vais tenter de vous présenter quelques grands repères sur les bandes dessinées documentaires, leur histoire, leur définition, leur sous-genre, les questions que cela pose. Et puis ensuite, je vous présenterai mes coups de cœur, qui pour certains sont vraiment des références, et puis pour d'autres sont des choses peut-être un peu plus personnelles et un peu moins connues. C'est parti. Alors, je voulais commencer par une citation qui dit « La bande dessinée n'est pas uniquement un art de l'évasion hors du réel, c'est aussi un média qui nous permet de caresser la chair du monde. » J'aime beaucoup cette citation, elle est issue d'un livre qui s'appelle La BD, un miroir du lien social, bande dessinée et solidarité, édité chez l'Harmattan. Je voulais aussi vous parler du tout début de la définition Wikipédia, qui est assez claire. La bande dessinée documentaire est un genre de bande dessinée qui témoigne du réel, souvent pour le commenter. Et on verra que la fin de la phrase est importante. En fait, comme souvent, quand on parle de classification, on voit bien qu'on aime classifier, et surtout en bibliothèque, mais plus généralement dans le monde éditorial, et puis même en tant qu'amateur de culture, mais que les frontières ne sont jamais aussi nettes. Et que la frontière, en fait, entre la fiction et le documentaire, notamment pour la bande dessinée, n'est jamais tout à fait évident. Alors, c'est une tendance lourde, la bande dessinée documentaire. Pourquoi? Eh bien, déjà, elle a le vent en poupe, elle a un grand succès populaire, notamment en France, mais pas seulement. Ça se ressent dans les ventes. Le marché éditorial de ce sous-genre, il a augmenté de 50% en 5 ans, c'est quand même un signe assez net. Un exemple qui revient souvent, c'est que Le Monde sans fin est le livre le plus vendu en 2022, donc une bande dessinée documentaire, qui est la meilleure vente de tous les types de livres en 2022. Et vous allez voir, à raison, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cela marche? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des qualités et des arguments très forts dans ce sous-genre. C'est un sous-genre qui vulgarise. Et vulgariser, c'est pas péjoratif. Moi, j'ai appris énormément grâce aux bandes dessinées documentaires sur des sujets que je ne pourrais plus du tout aborder maintenant parce que je n'ai plus suffisamment de bagages théoriques. Je ne pourrais pas lire des livres de sciences, je ne pourrais pas lire des livres de géopolitique, je ne pourrais pas lire des livres de philosophie. Eh bien, la bande dessinée documentaire permet de vulgariser, permet vraiment de rendre accessible à tout un chacun. Elle facilite, du coup, par la même occasion. Souvent, l'humour est un allié très fort de la bande dessinée documentaire, notamment parce que cela permet de créer une complicité avec le lecteur et la lectrice, et aussi parce que ça permet aussi de créer un peu de distance, de recul et de décontraction avec des thèmes qui parfois sont très durs. Et puis, le graphisme permet de faire passer plein de choses, à la fois en termes factuels et en termes émotionnels. On pourrait se dire aussi que la bande dessinée documentaire, son succès témoigne en fait d'une évolution de notre société qui est de plus en plus tournée vers l'image et de moins en moins vers le texte seul. Alors, déjà, calmons-nous. De quoi parle-t-on? On aime beaucoup classifier les choses en bibliothèque. Et encore une fois, les frontières ne sont jamais tout à fait nettes. Mais pour s'y retrouver un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve dans la bande dessinée? On a la bande dessinée franco-belge, qui est la plus connue, celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est-à-dire Tintin, Lucky Luke, Astérix, etc. On a les mangas, qui est vraiment la déclinaison japonaise, les One Piece, les Naruto, etc. On a les comics, là on parle vraiment de bande dessinée américaine, ça vient des États-Unis, et on pense à Marvel, on pense à DC, on pense voilà, à tout cet univers des super-héros, mais il n'y a pas que ça. La bande dessinée documentaire dont nous allons parler tout de suite, les romans graphiques. On avait fait un format flash il y a maintenant un an et demi de ça que j'avais présenté, et c'est un sous-genre qui est vraiment
parfois lié à la bande dessinée documentaire, vous le verrez tout à l'heure, qui, en quelques mots, le roman graphique, c'est vraiment une bande dessinée très adulte, très profonde, qui explore des émotions fortes, qui explore des vécus très très forts, et qui parfois donc va être vraiment auto-centré sur une expérience de vie. Là où ça va devenir de la BD documentaire, c'est quand ça va nous décrire finalement un univers, un concept, une époque, un concept sociologique, psychologique, etc. Voilà, il y a plein de sous-genres, on pourrait aller à l'infini, et encore une fois, les frontières ne sont pas, elles ne sont pas imperméables, mais au contraire, elles sont bien poreuses. Un peu d'histoire, vraiment très très vite. La bande dessinée, ça a commencé il y a bientôt 200 ans, 1831, le premier titre reconnu de Topfer, l'histoire de Monsieur Jabot. À la fin du 19e siècle, on a la première bande dessinée qui apparaît dans un périodique, The Yellow Kid aux États-Unis, et vous allez voir que ça a du sens parce que dans un périodique, c'est-à-dire qu'il y a eu assez vite des liens avec le journalisme finalement. En France, il faut attendre 1925 pour avoir Zig et Puce, la première bande dessinée française. Et puis on avance un peu dans le temps, avec la fin des années 60, deux grands noms qui vont vraiment faire une bande dessinée qui s'inscrit dans le réel, qui est vraiment une bande dessinée qui décrit le réel. Robert Crumb et Will Eisner, dans deux univers très différents. Robert Crumb, très marqué par la pop culture, le rock psychédélique, et puis Will Eisner, très marqué par ses origines juives new-yorkaises. En France, un petit peu après ça, années 70 et années 80, on a une explosion de la presse alternative, du dessin de presse, et puis d'une bande dessinée du réel qui va caricaturer, qui va vraiment être mordante. À la fois Cabu, qui est un des grands noms, qui a été très actif dans Harakiri et Charlie Hebdo, et puis Jean Telet, actif dans l'Écho des savanes. Un premier titre qui sort en 73-85, c'est une série de mangas, en fait, Gen d'Hiroshima de Kenji Nakazawa. On va en parler tout à l'heure. Et lui, ça a été vraiment un tournant. En quelques mots, c'est la première fois que vraiment la bande dessinée pouvait décrire un phénomène dur et pointu, comme l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Et ça marquera beaucoup Art Spiegelman, qui lui-même va écrire Maus quelques temps après, qui obtiendra le prix Pulitzer, un prix de journalisme, et c'est pas anodin. En France, d'ailleurs, 2 ans après, France Info lance un prix de la bande dessinée d'actualité et de reportage. 96, un grand nom aussi, Palestine de Josako, vraiment, là, on a la BD de reportage qui prend son envol. Et puis, saut dans le temps, voilà, Le Monde sans fin 2022, livre le plus vendu en France. J'ai envie de poser plein de questions, parce qu'en fait, ça m'a posé plein de questions de préparer ce format flash. Et je ne vais pas forcément toutes les résoudre, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais en tout cas tâcher de le faire. Déjà, la première question, c'est quel nom? En fait, quand on s'intéresse à la bande dessinée documentaire, on trouve plein d'appellations. Et c'est pas anodin. On va trouver quoi? On va trouver bande dessinée de reportage, bande dessinée du réel, roman graphique documentaire, bande dessinée pédagogique, bande dessinée didactique, essai graphique, bande dessinée de non-fiction. Vous voyez, ça c'est vraiment vaste et ça décrit un petit peu tout le panel de ce que peut recouper la bande dessinée documentaire. Moi, c'est le terme que j'utilise aujourd'hui et que je trouve le plus complet. Contours. Ils ne sont pas si nets parce que souvent, il y a une part d'autobiographie. Souvent, il y a du témoignage. Souvent, il y a donc du coup de la subjectivité qui est assumée, c'est-à-dire c'est vraiment une personne qui va décrire une réalité qu'il a vécue, une réalité que cette personne a vécue, avec parfois du coup forcément bien ses prismes personnels. Parfois c'est très didactique, alors on a des bandes dessinées qui sont vraiment complètement didactiques, avec vraiment pour le coup très proche des documentaires qu'on connaît, les documentaires papier, où vraiment on va décrire des choses sans aucun phénomène de narration personnelle. Parfois, il y a d'engagement, c'est-à-dire que parfois, ce sont de véritables brûlots. Ce sont vraiment des manifestes, ce sont vraiment voilà, une manière de témoigner de révolte, de témoigner d'engagement, de militantisme, très clairement. On peut faire des parallèles avec le roman graphique, je l'ai dit tout à l'heure.
sur plusieurs aspects. Tout d'abord, ça s'adresse essentiellement aux adultes. C'est souvent profond. Alors, qu'est-ce que c'est que la profondeur? C'est subjectif, mais déjà, le nombre de pages, souvent, est assez conséquent. Et puis, les thèmes abordés ne sont pas juste des thèmes de divertissement. Encore une fois, le divertissement, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est très bien que ça existe. Dans la bande dessinée documentaire, on va être quand même dans autre chose. C'est souvent sérieux. Il n'empêche que l'humour, très souvent, vient nous sauver de moments un peu plombants. Disons-le clairement, et puis il va aussi créer un sentiment de connivence avec le lecteur et la lectrice, c'est-à-dire que l'humour sert aussi à être fédérateur et à mieux assimiler des réalités complexes. On l'a dit, c'est très souvent autobiographique, comme les romans graphiques, et finalement, voilà, il peut y avoir une part de fiction, d'autofiction, d'autobiographie, tout ça n'est pas toujours très net, et c'est aussi ce qui fait qu'on tombe sur des chefs-d'œuvre qui justement jouent le jeu d'être un petit peu dans une description du réel, mais aussi finalement une méditation et puis un peu d'imaginaire qui va venir colorer tout ça. Le point commun aussi avec le roman graphique, c'est que du coup, ça légitime la bande dessinée qui parfois peut être vue comme un art un peu mineur. Et bien là, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de très sérieux, qui va avoir les honneurs des critiques, qui va du coup franchir un autre palier. Et c'est parfait parce qu'en fait, la bande dessinée, c'est un art qui est très complet et c'est très bien que des gens lisent des bandes dessinées de divertissement, mais aussi qu'ils lisent des romans graphiques ou des bandes dessinées documentaires. Alors, lui-même, ce genre littéraire, il est sous-divisé en sous-genres. Encore une fois, c'est pas très net tout ça, mais quel sous-genre on pourrait trouver? Eh bien, il y a une partie des bandes dessinées documentaires qui font vraiment de la vulgarisation scientifique et des reportages. Alors, on pourrait citer Science en Bulle, on pourrait citer Riche, pourquoi pas toi, Economics, Josako, etc. On est vraiment très très proche d'un documentaire qui va décrire les choses sans phénomène de personnification, sans phénomène d'un narrateur. On est vraiment sur une description du réel. Parfois, on va être sur vraiment des vrais récits biographiques. C'est le cas de Kiki de Montparnasse, Mon ami d'Amer, ou sur des autobiographies. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. On pourrait penser à Marzi, on pourrait penser à Persépolis, on pourrait penser à La guerre d'Alan, où vraiment la personne va raconter sa narration. La guerre d'Alan, c'est plutôt une biographie d'ailleurs, qu'une autobiographie, mais L'Arabe du futur également. Donc là, vous voyez que on pourrait dire L'Arabe du futur, est-ce que c'est un documentaire par exemple? Moi, je ne pense pas. Et pourtant, il est vrai qu'on apprend énormément de choses par le biais du récit de Riyad Sattouf. On apprend énormément de choses sur la Syrie, sur la Libye, et puis sur le retour à la France. Finalement, on est quand même sur quelque chose qui nous apprend, qui nous donne une fenêtre sur le monde. D'autres sous-genres qu'on pourrait citer, c'est les récits de voyage et les récits historiques. Alors, récits de voyage, là, je pense par exemple à Pyongyang de Guy Delisle, je pense par exemple à Sermilik de Simon Hureau, et puis les récits historiques, eh bien, ça va être Femmes de réconfort qui raconte ce drame de la prostitution organisée pendant la Seconde Guerre mondiale sur les femmes chinoises et coréennes par l'armée japonaise. Ou alors Stassen qui va parler du génocide rwandais. Voilà, on est sur d'autres sous-genres possibles des bandes dessinées documentaires. Alors, est-ce que vraiment c'est une vague irrésistible? Et si elle l'est, pourquoi? Alors, ça peut presque faire peur en disant, mais finalement, est-ce que ça ne va pas devenir le nouveau format? Est-ce que finalement la bande dessinée documentaire ne va pas supplanter les documentaires papier? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais elle va forcément redistribuer les cartes. C'est évident que son succès va forcément faire réagir aussi l'édition des documentaires papier. Elle est particulière, la bande dessinée documentaire, et elle n'empiète pas complètement sur les documentaires parce que justement, elle assume un récit subjectif et des procédés de personnification. C'est quoi les procédés de personnification? C'est l'idée d'avoir un narrateur visible, qui peut être d'ailleurs souvent l'auteur qui se représente lui-même un peu comme un novice, ça c'est un grand classique, et qui va rencontrer par exemple un spécialiste du genre. Il va y avoir un dialogue entre deux. Je pense par exemple au Monde sans fin qui vraiment utilise ça beaucoup. Il va y avoir aussi Sapiens qui va utiliser ça pas mal. En tout cas, il y a souvent effectivement un narrateur, une narratrice qui va être soit un personnage inventé, soit l'auteur lui-même. Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit le novice et le spécialiste, qui est vraiment un procédé assez efficace.
Les éléments autobiographiques, ils sont très très souvent présents. Et à la fois, ils donnent du corps au récit, mais parfois, on peut aussi dire, on pourrait du coup craindre un manque d'objectivité. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que finalement, on n'est pas sur des essais plus que des documentaires? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur des réflexions très personnelles sur le monde, plus que des documentaires qui vont nous le décrire? Voilà, ces questions, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, et puis on verra si à la fin, je pourrais apporter quelques éclairages avec les coups de cœur qui vont venir. C'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler de beaucoup de bandes dessinées documentaires que j'ai adorées, et il faut quand même faire une sélection. Et c'est drastique, et je vais quand même me prêter à l'exercice. Donc, je voulais parler d'ores et déjà de Gen d'Hiroshima, qui est donc une série de mangas qui a été publiée entre 1973 et 1985, écrit par Keiji Nakazawa. C'est un récit qui, comme son nom l'indique, parle de la bombe atomique d'Hiroshima, qui a été un véritable traumatisme national et d'ailleurs aussi international, mais là on a vraiment le point de vue d'une personne qui l'a vécu en tant qu'enfant. Et on entre donc dans le sujet de manière assez frappante. Hein. C'est une série de mangas qui ne laisse pas indifférent. On suit l'histoire d'une famille qui survit en fait à l'explosion, et derrière ça, on voit l'évolution de la société japonaise, à quel point ça crée un avant et un après. Vous voyez sur ces deux planches choisies, on a justement les quelques secondes avant, hein, avec Enola Gay, le fameux avion qui va larguer la bombe sur la ville endormie. Et puis après, ces personnages mi-zombies, voilà, une ambiance apocalyptique. Donc ça, Gen d'Hiroshima, vous avez vu que sur la couverture, on avait une préface d'Art Spiegelman, et ça l'a effectivement beaucoup marqué pour lui-même écrire Maus. Maus, j'en avais parlé sur le format flash consacré au roman graphique, et ça se comprend parce que pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, il n'y a pas de doute, qui a donc obtenu le prix Pulitzer, un prix dédié aux journalistes. Et donc, Art Spiegelman, lui, la lecture de Gen d'Hiroshima lui a donné envie d'écrire l'histoire de son père, qui est un survivant des camps de concentration, qui a vécu Auschwitz, et derrière, qui décrit la mécanique implacable et terrifiante des camps de concentration et d'extermination. Et il y a un dialogue qui se crée entre eux avec ce passé et le présent. Comment est-ce que les deux s'interpénètrent, c'est-à-dire comment ce père a ramené ce traumatisme et comment il le transmet à son fils, comment il transmet ce témoignage, comment leurs rapports père-fils sont eux-mêmes impactés par ça. Sur cette planche pédagogique avec des couleurs qui ont été rajoutées par des enseignants, on arrive à peu près à comprendre les flashbacks en fait, entre le passé, le présent, les différents personnages. Et c'est vrai que c'est un art de la narration qui est particulier parce que vous voyez que les deux s'interpénètrent. 1986-1991, voilà, c'est clairement, on ne peut pas passer à côté de cette bande dessinée. Une autre bande dessinée documentaire qui est donc a marqué les esprits, c'est Palestine de Joe Sacco. Joe Sacco, au départ, c'est un journaliste qui en 91-92, dans l'hiver 91-92, part faire un reportage en Cisjordanie dans la bande de Gaza. C'était déjà compliqué à l'époque, c'était déjà attendu, c'était déjà violent, et il part rencontrer les habitants côté palestinien, mais aussi côté israélien. Il en sort un reportage dessiné qu'il donc publie sous forme de bande dessinée. Au départ, très sceptique en disant je ne pense pas trouver un éditeur parce que c'est vraiment très sérieux, c'est vraiment très descriptif, très journalistique. Et en fait, c'est un véritable succès, à tel point que Joe Sacco s'est spécialisé depuis dans ce genre. Un petit retour en France, Tardy. Tardy qui, lui, décrit les souvenirs de son grand-père qui a vécu les tranchées en 14-18, qui en a été meurtri, et on peut comprendre. Et Tardy nous décrit de manière implacable, de manière vraiment chirurgicale, l'enfer des tranchées, avec vraiment tout ce qu'il y a de plus sanglant, de plus boueux, de plus dramatique. Et c'est vraiment une plongée hein, dans ce qu'a été l'horreur des tranchées, avec une forme de revanche par la narration de toutes ces générations qui ont été sacrifiées par la guerre. Alors,
la guerre, encore elle, hein, avec cette autre référence des bandes dessinées documentaires, Le Photographe, qui est sorti en 3 tomes entre 2003 et 2006. C'est donc une œuvre collective avec au scénario Didier Lefebvre et Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert est aussi dessinateur, et puis en tant que coloriste, on a Frédéric Lemercier. Ça raconte, Le Photographe, le parcours d'une équipe de Médecins sans frontières qui a transité entre le Pakistan et l'Afghanistan au moment de la guerre entre l'Afghanistan et l'URSS en 1986. Et ce qui est super dans Le Photographe, c'est que vraiment, comme son nom l'indique, on a vraiment des retours des photographies prises par cette équipe, et puis le dessin qui s'entremêle. Et vous voyez, ça crée un effet saisissant de réalité et en même temps du dessin qui vient créer une petite distance. C'est une œuvre vraiment très belle que moi je juge magistrale. Une bande dessinée un peu moins connue, pourtant d'un auteur qui l'est devenu, et a raison, Étienne Davodo, qui est vraiment un grand nom maintenant de la bande dessinée, qui fait beaucoup de bandes dessinées de fiction d'ailleurs, mais qui a fait aussi quelques documentaires. Et dans ce documentaire, il rend hommage à ses parents qui étaient des ouvriers d'une région de l'ouest de la France, entre Angers et Cholet, une région très rurale qui s'appelle les Mauges. Et ses parents, en fait, étaient d'un milieu assez marqué par la tradition, où on était un peu soumis aux autorités, où on ne devait pas faire d'histoire, etc. Et en fait, ils se retrouvent à être quand même révoltés par des conditions de travail très très dures dans le textile, et avec l'arrivée du syndicalisme chrétien, avec la jeunesse ouvrière chrétienne, en fait, c'est ce prisme-là qui les fait se syndiquer et qui les fait en fait réclamer des conditions de travail plus décentes. C'est vraiment une bande dessinée qui, moi, m'a beaucoup touché, que je trouve très émouvante et qui est vraiment un bel hommage. Kaboul Disco, 2 tomes entre 2007 et 2008. Moi, j'adore parce que là, vraiment, on est sur un mariage entre l'humour, le décalage et quelque chose de très descriptif. Nicolas Wilde, en fait, a vécu une expérience incroyable en 2005, après la chute des talibans et avant leur retour, malheureusement. Il part en Afghanistan pour une mission un peu spéciale. C'est-à-dire aider à la mise en place de la démocratie en Afghanistan pour une population qui est analphabète en grande majorité. Et donc, pour une population analphabète en grande majorité, quel meilleur vecteur que le dessin? Et donc, il participe à une opération politique de communication pour aider cette mise en place de la démocratie. C'est beaucoup d'autodérision, beaucoup de décalage, et c'est vraiment, ça fait passer une réalité qui est très dure, qui est très violente, et en même temps avec des rencontres incroyables avec la population, des rencontres incroyables avec les autres expatriés. C'est vraiment rempli d'humour, c'est vraiment pour moi un petit chef-d'œuvre. France toujours, avec cette rétrospective qui était sortie en 2007 et qui en fait reprenait tous les dessins de Cabu des années 70. Cabu était vraiment devenu une sorte de sociologue avec un crayon et qui décrivait la société française dans tous ses travers. C'est lui notamment qui avait inventé le concept du beauf. On voit là le beauf sur cette image un peu graveleuse dans un camp de nudistes. Et on voit aussi à droite des caricatures des hommes politiques et des femmes politiques de l'époque. Voilà, on a vraiment toute la puissance du dessin de presse qui devient bande dessinée documentaire. En France encore, Kiki de Montparnasse, qui a été vraiment le décollage de cette maison d'édition Casterman Écriture. Ça a vraiment été marquant parce qu'après, on a trouvé plein de titres qui étaient du même acabit et qui étaient de grande qualité. Kiki de Montparnasse, c'est l'histoire d'une muse qui a vécu la folie créative de la première moitié du XXe siècle, essentiellement à Paris, avec notamment les surréalistes. Et derrière son itinéraire, on rencontre tous les grands de l'époque avec leurs qualités et leurs défauts. C'est vivifiant, c'est truculent, c'est vraiment une très chouette bande dessinée documentaire. Kiki de Montparnasse, par Bocquet et Cattel. 2007, j'adore Le Petit Livre Rock. C'est une mine d'or pour les gens comme moi qui aiment la musique. Et ce qui est génial, c'est que Hervé Bourris, il a vraiment un style particulier. Il adore faire des kaléidoscopes d'informations hyper importantes et hyper anecdotiques. Et
on progresse dans le temps avec des tas d'anecdotes sur les groupes, sur les méthodes d'enregistrement, sur les influences, sur la gestuelle, sur les problèmes de drogue, sur les problèmes de sexe, etc. On est vraiment plongé dans une espèce de tourbillon de tout ce qu'il y a de plus grandiose et de plus pathétique dans l'histoire du rock. Et c'est là aussi rempli d'humour, c'est un petit bonheur, le petit livre rock de Hervé Boris. Alors là, c'est plus sérieux. Et c'est néanmoins fondamental, une histoire populaire de l'Empire américain. En fait, c'est parti, donc c'est sorti en 2008 et c'est issu d'un essai historique écrit par Howard Zinn, qui est un historien américain, qui veut décrire une espèce de contre-histoire américaine, une contre-histoire de la légende américaine. Et donc, cette bande dessinée reprend ces principes et on a vraiment l'envers du décor, notamment avec le génocide amérindien, notamment avec les problèmes d'impérialisme, avec les problèmes de terrorisme, avec toute cette complexité de ce mythe américain. C'est vraiment, vraiment très fort et c'est vraiment très précieux. Une histoire populaire de l'Empire américain. 2012, j'adore Guy Delisle. Il a écrit plein de bandes dessinées qui sont vraiment des petits chefs-d'œuvre, notamment Pyongyang, qui se passe en Corée du Nord, Chronique Birmane, qui se passe en Birmanie, comme son nom l'indique, et puis Chronique de Jérusalem, c'est celui-là que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Ça se passe en 2012. En fait, Guy Delisle, il a voyagé partout, parce qu'il a été, il est dessinateur et aussi, c'est un spécialiste de l'animation des dessins animés, et il a suivi aussi sa compagne qui était humanitaire. Et donc, il a vécu à Jérusalem dans les années 2010 et il en tire cette chronique. Et comme toujours, Guy Delisle, il lui met de l'humour, il lui met du décalage. Et donc, on rentre dans cette ville de Jérusalem qui est incroyable, qui est chargée d'histoire, qui est extrêmement belle, mais aussi extrêmement déprimante parce que les conflits sont partout, les tensions sont partout. Et lui, il traverse tout ceci avec sa petite bonhomie québécoise. Et c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal pour découvrir Jérusalem et tous les problèmes géopolitiques qui s'y concentrent. Alors, là, on revient à de la bande dessinée documentaire beaucoup plus sérieuse. Saison Brune, qui est sortie en 2012, et Saison Brune 2.0, qui est sortie en 2022. Philippe Squarzoni, il a un style qui est très particulier. Ces deux bandes dessinées, elles traitent toutes les deux des ravages écologiques que notre planète connaît actuellement. Et avec Saison Brune 2.0, pardon, il aborde plus particulièrement le numérique. Comment est-ce que le numérique est de plus en plus présent dans nos sociétés et comment il amplifie les problèmes écologiques. Et le style de Squarzoni, vous voyez dans ces quelques images, c'est vraiment de mêler des faits très bruts, hein, comme ce petit camembert avec les pourcentages de production d'énergie, des images de la pop culture, comme vous voyez l'émission de télé-réalité tristement célèbre en haut à droite, touche pas à mon poste, et puis voilà des brèves journalistiques, des violents feux de forêt ravages au sud de l'Australie. C'est vraiment ce kaléidoscope qui est vraiment extrêmement puissant en fait et qui nous plonge dans une réflexion assez raide, hein, il faut bien le dire, sur l'évolution de notre monde. Un peu plus de légèreté, quoique. Entre 2016 et 2017, Pénélope Bagieux sort Culottée. Et c'est une petite révolution, à plusieurs titres. Pourquoi? Parce que déjà, vous le savez sans doute, mais nos récits sont marqués par les hommes au sens mal du terme. C'est-à-dire qu'on parle de héros, on parle de grands hommes. Et puis, finalement, notre époque se rend compte que, eh bien, il manque peut-être une moitié de la population dans ces récits. Eh bien, Pénélope Bagieux participe à ça et rend hommage à des tas de femmes qui sont résilientes, qui sont fortes, qui sont vraiment, qui inspirent le respect. Et aux quatre coins de la planète, on a vraiment des femmes de tous les continents. Les deux exemples que j'ai choisis, on a une Amérindienne et puis on a une jeune africaine. Et à chaque fois, on rentre sur leur enfance, sur qu'est-ce qui a été le basculement qui a fait que ces femmes ont eu des destins incroyables. Ça a été très marquant, Culotté, à tel point qu'il y a maintenant une série d'animation et qu'il y a même une comédie musicale. Et c'est largement mérité, c'est vraiment un bonheur, ces portraits de Pénélope Bagieux.
De 2018 à 2020, il y a eu 3 tomes que moi j'ai adorés par Fabien Toulmé et ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim et ça parle des réfugiés et des migrants. Alors, en fait, Hakim, c'est un Syrien qui fuit la guerre civile syrienne et qui se retrouve comme tant et tant de réfugiés, tant et tant de migrants, ballottés entre les pays, ballottés dans l'espoir de retourner chez lui, et puis finalement l'espoir s'amenuise, qui subit les passeurs, qui subit des espoirs, qui subit l'éclatement de sa famille, et qui trouve finalement refuge en France, et qui rencontre Fabien Toulmé par le hasard des rencontres, et Fabien Toulmé, en fait, est fasciné par ce parcours, et décide d'en faire 3 tomes, grâce à des interviews qu'il fait avec Hakim, en relatant toutes les étapes de ce parcours extrêmement éprouvant et émouvant. C'est ces 3 bandes dessinées qui sont essentielles pour casser le cou à beaucoup de clichés qui courent en la matière et qui rétablissent vraiment des vérités fortes sur pourquoi est-ce que des gens partent de chez eux. C'est rarement un plaisir et c'est rarement une partie de plaisir. Un peu de retour à quand même notre cœur de métier en tant que bibliothécaire, l'incroyable histoire de la littérature française par Catherine Maury et Philippe Bercovici. Alors, voilà, je vous ai choisi 2 planches. C'est vraiment les grands noms de la littérature française. J'ai choisi Rabelais parce que déjà, c'est un tourangeau et puis parce qu'en plus, c'est quand même un des piliers de notre littérature. Et vous voyez en quelques dessins à quel point on mêle des descriptions factuelles de la vie de Rabelais, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de trouvailles graphiques, de trouvailles stylistiques. Et ça rend la lecture vraiment passionnante. J'ai adoré la lecture de Sapiens de Harari, qui peut être critiquée à plein de niveaux, mais qui est quand même une superbe réflexion sur pourquoi notre espèce, Homo sapiens, a pu conquérir la planète, a pu terrasser les autres espèces hominidées, a pu être aussi dominante, avec tout ce que ça a d'impressionnant et aussi d'inquiétant. Et quelques temps après, sont sorties des adaptations en bande dessinée qui sont là aussi géniales. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas une simple transposition de Sapiens, mais il y a vraiment une adaptation réussie grâce au médium du dessin. Vous voyez par exemple sur ces quelques planches à quel point en fait Harari lui-même se met en scène, avec d'ailleurs beaucoup d'autodérision. On le voit sur les planches du haut, il est avec la chemise orange. Et puis, on navigue avec, voilà, il discute avec une jeune fille. Finalement, il discute un peu avec nous en faisant de la vulgarisation. On a des reportages un peu décalés, le plus grand show sur Terre, l'évolution. On a vraiment de l'humour et en même temps, on apprend énormément de choses sur l'évolution, sur les théories qui ont cours actuellement. Et c'est vraiment passionnant. Il y a eu 3 tomes de sortie et il y en a d'autres qui sont prévus. Sapiens. Je l'avais déjà présenté sur le format flash roman graphique, mais parce que je l'adore. C'est l'Oasis de Simon Hureau. L'Oasis de Simon Hureau, en fait, c'est le récit. Pardon. C'est le récit de ce tourangeau d'adoption qui révolutionne son jardin, un jardin un peu déprimant, un peu classique, et qui en fait un véritable oasis avec un fourmillement de biodiversité, un fourmillement végétal et animal. Et c'est un régal et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il adore dessiner toutes les espèces d'insectes, d'oiseaux, de lézards, de mammifères, que sais-je. Et en fait, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se rend compte, grâce à cette bande dessinée, à quel point on peut avoir un impact à notre petit niveau, rien qu'en aménageant un jardin. Et puis, on a aussi une forme de sensibilisation à la beauté et à la fragilité du vivant. Le Monde sans fin, je l'avais aussi présenté, mais c'est un indispensable parce que c'est un chef-d'œuvre, moi je le dis, qui est critiquable à plein de niveaux, notamment sur la vision du nucléaire, mais qui donne une description de notre dépendance aux énergies et à quel point les énergies, et notamment les énergies fossiles, ont complètement révolutionné notre rapport au monde. Voilà, sur ces 2 images, on a par exemple à gauche
dans un appartement lambda tout ce qui est lié à la pétrochimie, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux énergies fossiles par le plastique et ses dérivés. Donc c'est assez vertigineux. Et puis à droite, on a, vous voyez, des graphiques qui pourraient être très austères et très arides. Et en fait, grâce là encore à la personnification entre le novice, qui est Christophe Blain, et puis le spécialiste, qui est Jean Covici, on a un dialogue qui nous décrypte un petit peu les tenants et les aboutissants de ces questions qui sont très complexes. Toujours sur un thème assez écologique, La vie secrète des arbres, qui au départ est un succès de librairie en tant que livre, et qui a été adapté en BD et qui a été adapté de manière magistrale. Moi, j'ai adoré ça, j'ai appris énormément de choses sur la vie des arbres, l'écosystème entre les arbres, les champignons, les animaux, sur en fait ce forestier allemand à la base qui pratique son métier pendant des années sans se poser de questions, de manière assez technicienne, un petit peu productiviste, et puis qui en fait découvre au fur et à mesure des choses complètement captivantes sur l'intelligence végétale, sur la résilience, sur les écosystèmes. On ressort de là vraiment changé. Moi, ça m'a beaucoup fait évoluer sur mon rapport aux vivants, aux arbres, et ça rend très humble. Vraiment, c'est une magnifique bande dessinée. La vie secrète des arbres. J'ai adoré, là aussi, Lou Luby, qui est une autrice à suivre absolument. Et en 2023, elle a sorti « Et à la fin, il meurt ». Et à la fin, il meurt, c'est la véritable histoire des contes de fées. La sale vérité, même sur les contes de fées. Voilà le titre précis. Je vous ai donné une planche qui raconte l'histoire de Cendrillon, mais la double histoire, c'est-à-dire comment un conte qui est né en Chine, vers 850, a pu arriver en Italie 800 ans plus tard, et puis au fur et à mesure en France, en Allemagne, aux États-Unis, et comment à chaque fois, chaque couche va changer le récit. La dernière couche, en l'occurrence, c'est Walt Disney, avec la version la plus populaire qu'on connaît tous. Mais avant, comment Charles Perrault en France ou les frères Grimm en Allemagne ont, au fur et à mesure, fait évoluer le récit. C'est vraiment captivant parce que les contes, c'est un peu la mémoire universelle de l'humanité. On en trouve partout sur Terre. Et en fait, on en trouve partout qui se ressemblent. Et il est fort probable qu'ils aient voyagé ou qu'on en ait en commun depuis très longtemps. Avec énormément d'humour là aussi. C'est vraiment une leçon magistrale sur ce phénomène des contes de fées qui parfois nous ont une version, comment dirais-je, un peu péjorative parce que effectivement le côté guimauve de Disney a pu nous les rendre un peu plan-plan. Et là, on découvre un peu leur puissance et le côté un peu sanglant et dérangeant de beaucoup de ces contes. La toute dernière bande dessinée dont je voulais vous parler, elle est vraiment très récente, elle fait beaucoup de bruit et ça se comprend. C'est écrit par Inès Léraud, qui avait également écrit Algues vertes. Et là, ça s'appelle Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. C'est très descriptif. Et en fait, ça parle, c'est une des premières d'ailleurs qui parle du scandale du remembrement, on peut le dire comme ça maintenant, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le fait de faire sauter les haies, les fossés, de faire sauter beaucoup de vergers pour avoir des parcelles de plus en plus grandes, qui étaient du coup plus adaptées à la mécanisation, aux tracteurs, et puis derrière à cette nouvelle agriculture très liée à la chimie. Et en fait, elle retrouve des témoins de l'époque qui parlent un petit peu de la violence que ça a été de faire sauter toutes ces haies, tous ces vergers qui étaient à la fois des richesses collectives et qui étaient aussi des trésors de biodiversité. Et c'est assez glaçant de voir comment elle prend un exemple en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, sur cette région, comment est-ce que ça a été vraiment un rouleau compresseur. C'est vraiment très éclairant. Et c'est vraiment une très belle bande dessinée. J'en arrive à la fin. Et je repose la question, alors est-ce que finalement on est sur une vague irrésistible? Alors oui, clairement, il se passe quelque chose et moi je ne peux que vous recommander d'en lire parce que vous trouverez des bandes dessinées documentaires sur tous les sujets quasiment, avec des styles différents et vous allez forcément trouver votre bonheur, vous allez forcément apprendre énormément. Mais pour autant, je pense vraiment que la bande dessinée documentaire, elle a trouvé sa place, elle a trouvé son identité, mais qu'elle est complémentaire. Elle est
complémentaires des documentaires papier qui ont tout à fait leur utilité parce qu'ils ont beaucoup plus d'objectivité souvent, parce qu'ils ont des qualités intrinsèques que n'aura pas forcément la bande dessinée documentaire parce que c'est pas forcément ce qu'elle cherche à faire. Et puis, elle est complémentaire aussi d'Internet, qui est là aussi une véritable vague encore plus puissante entre les podcasts, YouTube, Wikipédia, le pire et le meilleur. Et je pense que tout ce petit monde est amené à cohabiter et, je l'espère, à se faire progresser et nous faire progresser. En tout cas, je ne peux que vous inciter à lire des bandes dessinées documentaires. Parmi celles que je vous ai présentées, j'espère que ça vous donnera quelques idées de lecture, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur Format Flash. Au revoir.